Si vous êtes un fondateur non technique, vous avez certainement déjà pensé à vous associer avec un développeur ou un CTO. En fait, ça paraît être une bonne idée, mais c'est pas si facile que ça et il y a pas mal de pièges qui rendent cette relation plutôt risquée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager quel est le scénario le plus prédictible quand on s'associe avec un cofondateur technique et surtout, quoi faire pour que ça se passe bien. Bienvenue, vous êtes fondateur et vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre projet sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, pour illustrer la situation d'aujourd'hui, finalement quand on veut s'associer avec un profil technique, je vais vous partager une expérience que j'ai eue il y a quelques années. J'ai un fondateur de startup qui est venu me voir parce qu'il il venait de lancer son produit, il était en phase d'un peu d'accélération de son produit, de lancement. Il a eu la chance d'avoir un développeur qui avait rejoint l'aventure quelques années, enfin 2 ans auparavant, et avec qui il s'était associé. Alors c'était un projet de startup d'une plateforme d'e-learning adaptée à la santé. Alors, quand on s'est rencontrés, ils venaient de lancer la plateforme, ils étaient en train de mettre tout le paquet sur l'acquisition, sur la conversion du funnel de vente, etc., sur l'optimisation de toute l'acquisition. Et j'ai finalement compris, après quelques semaines, qu'il y avait quelques tensions entre le CEO et le développeur, le profil technique qui avait développé la plateforme. Alors, d'où venaient ces tensions ? Ils étaient associés. Le CEO avait investi près d'un demi-million dans cette entreprise. Et le développeur, lui, avait investi près de 2 ans de son temps travaillant sans relâche, sans avoir été payé pour ce travail-là. C'était sa contribution pour avoir sa part d'equity dans l'entreprise. Malheureusement pour l'entreprise et malheureusement pour le développeur, il ne pouvait plus travailler sans être payé et même pour le fondateur principal, il avait absolument besoin que l'entreprise commence à générer des revenus. Donc, un matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu un énorme clash entre le CEO et le développeur. Le développeur a finalement dit, écoute, c'est comme ça, t'as qu'à me payer les 2 ans que j'ai travaillé, et puis je m'en vais, et puis tu te débrouilles avec ton logiciel. Tu te débrouilles avec ta plateforme, avec ta startup. Malheureusement, le CEO lui avait déjà cramé la plupart du cash qu'il avait déjà investi dans l'acquisition, dans la production vidéo, etc., vu que c'était une plateforme d'e-learning, et il n'avait absolument pas les moyens de pouvoir, ne serait-ce que même payer le développeur pour de futurs développements, et encore moins pour le payer pour les développements qu'il avait réalisés jusqu'à présent. Alors, le pire, c'est que finalement, le CEO était aussi dans un mode un peu agressif en disant aux développeurs, mais oui, mais si ça marche pas, c'est aussi de ta faute. Si ça marche pas, si les gens ne payent pas suffisamment, c'est que le produit n'est pas suffisamment bien. Et puis du coup, c'est monté, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai clash quelques jours après. Alors, l'énorme clash a été au moment où le développeur a dit, OK, c'est comme ça, il a éteint le serveur. Il a éteint la plateforme était devenue indisponible sur Internet. À ce moment-là, panique, le CEO m'invite à le rejoindre au bureau. Il avait aussi invité un huissier pour constater ce qui avait été fait. Et on a commencé à être en mode NCIS. C'était vraiment comme dans des films. Je me suis connecté sur le serveur pour voir ce qui s'était passé, essayer de lancer un backup, une sauvegarde du logiciel. Le développeur a vu ma connexion, il a commencé à couper ma connexion. Alors du coup, il a fallu que je trouve un moyen de contournement pour arriver enfin à me connecter, lancer une sauvegarde, et au moment où je lance la sauvegarde, pouf, il supprime carrément le dossier, on n'a plus du tout le logiciel. Et évidemment, il a fait attention qu'il n'y ait pas de sauvegarde. Alors en quelques secondes, au final, on n'avait plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'avait pas seulement effacé le logiciel, mais en réalité, il en avait pris une copie et il l'a installé sur son propre serveur. Et puis, il s'est mis à rediriger les connexions pour que le site web et l'application tournent à partir de son serveur. Du coup, d'un point de vue extérieur, ça avait l'air de tourner, mais l'entreprise était complètement bloquée et ne pouvait absolument plus rien faire. On était vraiment dans une situation de chantage où le développeur disait t'as qu'à me payer ce que j'ai fait et je te rends ton logiciel. Inutile de vous dire que ça a amené l'entreprise à la faillite, que ni le CEO ni le développeur n'ont eu ce qu'ils voulaient et qu'ils ont certainement dû finir, et ils ont fini sur les tribunaux à se battre pour finalement plus rien avoir à terme. Même moi, personnellement, j'ai même pas été payé pour le travail que j'ai fait avec l'huissier qui a justement servi au tribunal. Mais bon, c'est pas grand-chose. En fait, maintenant, si on essaie d'analyser cette situation, si on essaie de regarder un petit peu, finalement, quel était le plan attendu en début de collaboration et qu'est-ce qui en est devenu par la suite.
Alors le plan attendu est souvent le même. On s'associe, on définit des objectifs, on définit où est-ce qu'on veut aller, on définit un peu des milestones, et puis on va construire le logiciel, on va vendre la plateforme, on va vendre la solution, ce qui va nous générer des revenus, et on va pouvoir enfin se payer. C'est le plan, et c'était le plan de cette entreprise-là quand ils se sont rencontrés. Malheureusement, dans la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les ventes sont souvent et quasiment tout le temps plus lentes à venir que ce qu'on pense. Le logiciel met aussi plus de temps à être développé parce que s'il n'y a pas vraiment des profils très seniors dans l'équipe, et bien souvent ça prend plus de temps. Le produit donc n'est jamais fini d'un point de vue du client. Et les clients sont prêts à payer, ils aiment le concept, mais ils veulent plus de fonctionnalités. Et à ce moment-là, quand ils auront plus de fonctionnalités, ils commenceront à payer et à pouvoir souscrire à l'abonnement ou à acheter la solution. Malheureusement, plus de fonctionnalités, ça veut aussi dire plus de développement. Et à moins que votre développeur soit bouddhiste, riche, complètement fou, eh ben ces contraintes personnelles et financières vont finalement être beaucoup trop à supporter. Et il va finir par abandonner le projet. Malheureusement, c'est le scénario le plus prédictible pour ce type de relation. Alors, comment l'éviter? Comment vous, avec votre entreprise, comment vous, avec votre startup, pouvez éviter ce type de situation? Alors, première chose à dire, c'est que ce n'est pas parce que l'on a des compétences techniques qu'on est qualifié pour être un CTO. D'abord, un développeur n'est pas un CTO. Et ce développeur-là, en l'occurrence, n'en était pas un. Et il a fait des erreurs technologiques, puisqu'il a, à mon avis, investi sur une technologie qui n'était pas adaptée, qui n'était pas scalable, qui allait de toute façon être très obsolète et qui est devenue très très rapidement complexe, beaucoup trop complexe. Et il a aussi réinventé la roue sur pas mal de sujets, là où il aurait pu utiliser des choses déjà existantes. On aurait pu certainement le faire de manière beaucoup plus simple. Deuxièmement, il y avait dans cette entreprise-là, et dans la plupart des cas, le product management, la gestion du produit, la direction produit, n'est pas suffisamment affûtée, n'est pas suffisamment précise. On ne spécifie pas le produit de manière suffisamment claire, etc. En l'occurrence, là, le produit était assez bien défini. Il y avait bien des listes d'écran, on savait les fonctionnalités qu'on voulait, mais c'était tout un énorme cahier des charges qui finalement n'était pas rythmé, n'était pas découpé en plus petites fonctionnalités. Donc, comme dans la plupart des cas où il n'y a pas une bonne gestion de produit, un bon product management, eh ben, s'il n'y a pas de petites tâches claires, s'il n'y a pas des milestones, s'il n'y a pas des objectifs, des dates clés atteintes avec, encore une fois, des milestones, on ne va pas arriver à tenir les délais et ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que l'on attendait au départ. Donc, vous allez penser, ok, merci Amaury d'avoir partagé cette histoire avec nous. Mais comment est-ce que je peux éviter ça pour mon entreprise? Comment est-ce que je peux construire une startup et cette relation avec peut-être ce développeur que j'ai rencontré qui a envie de s'associer avec moi? Alors, dans ce cas-là, vu qu'on sait que c'est le scénario le plus prédictible, il va falloir comprendre finalement quelle est l'origine du problème, l'origine de cette incompréhension entre un développeur, un profil technique et le fondateur. C'est toute une manière finalement de point de vue et de perspective. Je développe un peu. Pour un développeur, un travail bien fait, c'est une solution qui va être fiable, une solution qui va être sécurisée, bien documentée, et aussi une solution qui va être d'une certaine manière intéressante à construire. Alors quand on dit intéressante à construire, ça veut aussi dire complexe, parce qu'on aime un petit peu en tant que profil technique les choses qui sont un peu complexes, les challenges techniques. Pour un CEO, ce n'est pas du tout la même chose. Pour un CEO, il va s'attendre à avoir une plateforme et une solution qui va générer des revenus. Une plateforme qui va lui permettre d'évaluer qu'est-ce qui est utile ou non et de comprendre au final quel est l'utilisateur. La perspective est complètement différente et c'est de cette perspective-là que viennent les conflits, cette différence de perspective. La priorité n'étant pas la même, les résultats attendus ne seront forcément pas les mêmes d'un point de vue ou de l'autre. Donc, maintenant, je vais vous partager quelle est finalement la dernière raison et la raison pour laquelle ce type de relation peut échouer et comment éviter. En fait, c'est que vous n'allez pas savoir si vous êtes un fondateur non technique, si la personne avec qui vous travaillez est réellement bonne ou pas, si elle connaît vraiment son travail, si vous n'avez pas déjà travaillé avec elle pendant des années sur d'autres projets, vu qu'est-ce qu'elle était capable de faire, et surtout, si elle n'a pas à un moment donné été challengée par d'autres développeurs ou d'autres CTO, vous ne savez pas finalement quel est son degré de seniorité, quelle est réellement son efficacité. Et donc, finalement, pour construire une relation de la bonne manière, il n'y a qu'un seul conseil que je peux vous donner. C'est de ne pas vous associer avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est aussi simple que ça.
Vous savez, la relation avec un cofondateur, la relation et les étapes par lesquelles nous devons passer quand on construit une startup ce sont des phases très très challenging. Il va y avoir beaucoup de challenges et c'est pas du tout un contexte favorable pour une relation qui est nouvelle, pour une relation qui vient d'être créée. Ça serait comme avoir un enfant dès la première nuit, c'est vraiment pas la bonne idée et ça généralement ça ne partira pas du bon pied. Donc la solution, si vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous pouvez établir une relation long terme et qui semble intéressé par votre concept, c'est de travailler d'abord dans un mode service. Commencez à lui payer les premiers développements sur 6 mois peut-être avoir une entente. Si jamais vous ne pouvez pas payer la totalité de ses services, peut-être payer 50% et puis se dire que l'autre partie viendra après en equity ou autre, si jamais évidemment la relation se passe bien et si tout le monde, si la relation avance de bonne manière. Je vous recommanderais réellement de considérer ça sur 6 mois minimum, voire 1 an. Et surtout, être capable d'avoir quelque chose de tangible à mesurer. Il faut qu'il y ait une première version qui ait été réalisée par votre associé technique ou futur associé technique pour pouvoir ensuite réellement vous associer avec lui. Alors, dernier conseil, et qui pour moi sera le plus important de cet épisode, c'est que avec votre associé, votre futur associé, il faut absolument lui demander de partager son travail avec vous et de manière quotidienne. Alors, quand je dis partager ce travail, ce n'est pas seulement partager les écrans ou éventuellement qu'est-ce qu'il a fait au quotidien, mais c'est surtout partager les codes sources qu'il aura réalisés. Donc pour les codes sources, il faut avoir un repository Git, un dépôt de code source sur lequel il va pouvoir travailler au quotidien et vous, en tant que fondateur, vous devez absolument avoir accès à ce dépôt de code source. Ça va vous permettre 2 choses. Ça va vous permettre de pouvoir faire évaluer la qualité du travail par quelqu'un d'autre. Typiquement, c'est aussi ce que l'on fait à MyCTOFriend. Et ça va aussi vous permettre, en cas de conflit, de pouvoir récupérer les codes sources et de pouvoir continuer le temps de résoudre votre petit conflit avec le fondateur. Ça va vous permettre de continuer à le faire évoluer, continuer à avoir d'autres développeurs, de nouveaux développeurs qui puissent faire évoluer la solution. Donc en conclusion, si vous n'avez pas si vous ne partagez pas en fait d'equity avec votre cofondateur technique, à moins d'avoir déjà travaillé pendant plusieurs années avec cette personne. Démarrez en mode service, même si vous démarrez peut-être qu'à payer 50% éventuellement du service, c'est une entente à avoir avec votre développeur ou votre CTO. Challengez les développements avec une aide extérieure, assurez-vous que les solutions techniques qui ont été choisies sont les bonnes, les plus pertinentes, les plus optimisées, et gardez toujours un accès au code source de votre solution dès les premiers développements. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez et abonnez pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites des commentaires ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus maintenant sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.ca. À très bientôt.